Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit déjeuner technique numéro 8. Je suis Élise Mailleux, architecte et chargée de mission économie circulaire chez Ecopolis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Bougrin, qui est chercheur à la direction économie et ressources du CSTB. Bonjour Frédéric. Bonjour Élise. César Bazin, architecte et associé à l'agence A+1 Atelier d'architecture. Bonjour César. Et Bertille Fégé, directrice de projet urbain chez ICAD. Bonjour Élise. Et bonjour à tous en ligne avec nous ce matin. Alors ce webinaire est organisé aujourd'hui par Ecopolis. Ecopolis, c'est le pôle de ressources francilien. On est une association de loi 1901 qui a pour but d'encourager le développement durable dans les champs de l'aménagement et de la construction, notamment du renouvellement urbain et de la réhabilitation. Et notre mission, c'est de contribuer au développement soutenable de la société en accompagnant l'évolution des professionnels du bâtiment et de l'aménagement que vous êtes sûrement en ligne aujourd'hui. Donc en tant que pôle de ressources francilien, on a tout un réseau d'adhérents qui représentent tous les corps des professionnels de la construction et de l'aménagement. Donc aussi bien les collectivités territoriales, la maîtrise d'ouvrage privée, la maîtrise d'ouvrage public, tout l'écosystème de la maîtrise d'œuvre, les AMO, les BE, les architectes, et puis un petit peu le corps enseignant et la recherche. Et au-delà de nos adhérents, on a une communauté dont vous faites partie aujourd'hui en suivant notre webinaire, donc une communauté de plusieurs milliers de professionnels. Les 4 grandes missions de l'association, Ecopolis informe d'abord avec des ressources documentaires qui sont produites et sélectionnées que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Ecopolis forme au bâtiment à l'aménagement durable, donc sur les sujets liés à la construction paille, la construction chanvre, l'urbanisme favorable à la santé, toutes ces thématiques qui font le bâtiment et l'aménagement durable. On accompagne aussi les professionnels à travers une démarche qui s'appelle Quartier et bâtiments durables franciliens. Et puis on fait de l'animation de réseau, notamment en organisant des webinaires comme celui-ci ce matin qui nous permettent tous ensemble de se retrouver autour de problématiques communes. Donc, sur le volet information dont j'ai parlé juste avant, on a une newsletter qui part 2 fois par mois à laquelle je vous invite à vous abonner. On publiera notamment dans les prochaines semaines le lien vers les replays des webinaires qu'on organise dans ce cycle. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et puis accéder à nos espaces thématiques en ligne. Sur le sujet de l'économie circulaire qui nous rassemble aujourd'hui, je vous invite à rejoindre le groupe L'économie circulaire dans les projets d'aménagement et de bâtiments franciliens sur LinkedIn. C'est une communauté de 700 personnes et puis on échange un petit peu sur l'actualité et les dynamiques en cours sur ce sujet-là. Sur le volet formation, on propose des formations en interstructure ou en intra. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez voir, que vous voulez pousser un petit peu chez vous dans vos structures, que ce soit côté maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre. On adapte notre catalogue en sur-mesure. On a une formation en particulier qui s'intitule « Concevoir et piloter un projet intégrant une démarche de réemploi ». Donc je vous invite à aller voir sur le site internet les dates des prochaines sessions. Sur le volet animation, vous pouvez noter le Save the Date du 4 juillet. On organise un après-midi de visite. On va avoir des projets liés à l'économie circulaire. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller du territoire à la matière. Donc, c'est un cycle de 3 visites sur les enjeux multiscalaires en fait, de l'économie circulaire, donc du quartier, du bâtiment et de l'objet, pour voir un petit peu comment les déchets qui sont produits par les chantiers du BTP peuvent être valorisés. Et puis l'accompagnement de projet, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur la cartographie des opérations qui sont accompagnées en démarche quartier et bâtiment durable francilien. Elle est en ligne. Il y a 130 opérations du coup exemplaires qui sont recensées et puis 5 quartiers. Et puis si vous voulez soutenir l'association pour qu'on puisse continuer à vous proposer ce type de format, n'hésitez pas à y adhérer. Alors aujourd'hui, le programme de la matinée, on sera ensemble pendant 1 heure. Après cette petite séquence introductive, Frédéric nous présentera la fiche méthodologique numéro 2 d'un ensemble de fiches intitulé « Marché public circulaire ». Et là, en particulier, la fiche numéro 2, elle traite des marchés séparés avec le lot réemploi. On fera une petite session de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation de Frédéric. Et puis on les posera à l'issue de ce qu'il va nous présenter. Et puis ensuite, on passera sur un volet opérationnel, retour d'expérience exemplaire, avec le projet de la Halle Gali, donc en deuxième partie de webinaire. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser, mais je vous le rappellerai à ce moment-là, vos questions dans le chat, et puis on les posera
Bertie et César à l'issue de leur intervention. Voilà, donc je te passe la molette. Bonjour à tous et tous. Donc, comme le disait Élise, aujourd'hui je vais vous parler donc du lot réemploi qui est mis en place lorsque les marchés sont séparés lors d'un appel d'offres. Alors, très brièvement, vous expliquer que ces fiches ont été développées dans le cadre du projet Life Waste to Build, projet coordonné par Toulouse Métropole et qui implique d'autres partenaires que le CSTB. Donc vous avez Cinétique, vous avez la Toulouse Business School, vous avez Envirobat, la FFB et puis l'INEC qui interviennent et qui tous contribuent au projet. Alors, donc, comme le rappelait Élise, mon intervention aujourd'hui s'inscrit dans la deuxième fiche parmi celles qui ont été développées lors du projet, et le focus est sur le lot réemploi. Alors ce lot réemploi, en fait, quand on reprend les différentes étapes d'un appel d'offres, va s'inscrire juste après la consultation préalable de marché, donc consultation préalable qui avait fait l'objet de l'intervention il y a 15 jours. Et généralement, sur le réemploi, il intervient lorsque l'équipe de maîtrise d'œuvre, déjà l'équipe d'architectes, a été sélectionnée. Et donc il y a cette phase sélection, et après il y a la phase mise en œuvre, une fois que le titulaire du lot a été retenu, et les titulaires des autres lots ont été également retenus. Alors, pourquoi... j'ai un problème avec la clé, voilà. Alors, je disais que ce lot réemploi, il intervenait donc en marché séparé. Alors l'allotissement, le principe d'allotissement, c'est un principe dominant dans le code de la commande publique. C'est les appels d'offres de type, les marchés plutôt de type marché globaux de performance ou autres, ou marché conception-réalisation sont plus l'exception. Et l'allotissement donc est dominant en raison d'un principe qui est favoriser l'accès des PME à la commande publique et favoriser aussi la concurrence. Et la seule limite qui peut aller contre cette mise en place de l'allotissement, c'est justement cette réduction de la concurrence. Si on s'aperçoit que l'allotissement va conduire à enfreindre ce principe, eh bien dans ces cas-là, on n'y recourra pas. Mais de façon générale, c'est le principe dominant dans le code de la commande publique. Alors pourquoi un lot réemploi? Parce que c'est vrai que ce lot, je vais pas dire s'impose, mais on le voit de plus en plus dans les marchés publics lorsqu'il y a du réemploi. Alors le premier point, c'est que cette constitution du lot, alors on l'appelle quelquefois aussi lot zéro, il a sa raison d'être parce qu'aujourd'hui, en fait, l'économie circulaire n'est pas encore très bien organisée. Donc c'est-à-dire qu'on est un peu dans une phase transitoire où les acteurs et les filières se mettent en place. Et le jour où les filières seront bien structurées, cette présence d'un lot réemploi n'aura sans doute plus sa raison d'être, puisque les entreprises seront compétentes et pourront d'elles-mêmes rechercher les gisements qui correspondent aux besoins du projet. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des PME, lorsqu'elles répondent à un appel d'offres, elles ne sont pas forcément compétentes et familières en tout cas avec cette recherche de gisements pour répondre à un marché. Et toute la logistique qui va s'attacher à reconditionner des matériaux issus d'un chantier par exemple, sortent des compétences d'une entreprise. Puisque ces entreprises, la plupart des PME qui vont répondre aux différents lots, inscrivent toujours leur démarche dans une économie linéaire. Donc le fait que ces PME ne soient pas compétentes, ça va faire que leur demander de s'intéresser et de repérer des gisements va être en quelque sorte une gageure. Et donc pour que ce lot, ces actions qui vont conduire au reconditionnement puissent être mises en place, l'idéal, ça va être d'instaurer un lot réemploi. Alors, je vais juste vous prendre un exemple qui va vous montrer en quoi la présence de ce lot réemploi est nécessaire. C'est
à partir de la plateforme numérique qui a été développée dans le projet Life Waste to Build. En fait, cette plateforme numérique, elle a été développée pour mettre en relation les professionnels pour des projets de réemploi sur Toulouse et sa région. Et donc, elle décrit très brièvement les projets qui sont des projets généralement de déconstruction. Donc là, je vais faire un focus sur le deuxième projet, qui est un projet de déconstruction d'un bâtiment public. Et donc, quand vous allez sur la plateforme, vous voyez que vous avez un descriptif très général du projet, et ensuite vous avez un focus sur les matériaux disponibles. Et donc, ces matériaux disponibles, par exemple, vous avez des ascenseurs, on vous dit en bon état, vous avez des faux plafonds métalliques aussi en bon état. Et on pourrait se dire qu'une entreprise qui est titulaire d'un lot, qui a besoin, par exemple, de réemployer des faux plafonds métalliques, pourrait aller sur cette plateforme et puis faire la commande. Et vous voyez bien que faire cette démarche, ça suppose se déplacer sur le chantier, vérifier l'état des matériaux, des équipements, et ensuite les reconditionner. Et il y a toute une phase de dépose, de logistique, de transport, de reconditionnement et de stockage qui prend du temps. Et en fait, ces différentes actions sortent du champ de compétences d'une entreprise classique. Et c'est pour ça qu'avoir un acteur dont la tâche va être de se focaliser sur ces différents éléments est essentiel pour le projet et pour, en quelque sorte, permettre aux autres entreprises de se focaliser réellement sur leur corps de métier et de ne pas se disperser et de perdre du temps, en quelque sorte, et d'avoir une action, en fait, liée au réemploi qui soit approximative. Alors là, oui, donc là, je présente juste, je fais un focus sur deux éléments. Donc ça, c'est les informations, en fait, la plateforme numérique, je disais que les fiches marché circulaires ont été développées dans le projet Life Waste to Build. Et il y a également une plateforme numérique qui a été mise en place dans le projet, qui vise justement à favoriser et à répondre aux besoins de la cinquantaine de marchés publics qui sont suivis au cours du projet. Alors, la mise en place d'un lot réemploi est favorable à la réussite de l'économie circulaire. Alors, cependant, la mise en place de ce lot ne peut pas être systématique et elle dépend de certaines conditions. Et en premier lieu, il faut qu'il y ait un tissu urbain en fait, qui soit quand même assez dense pour que des perspectives de gisement soient aussi importantes et puissent permettre aux acteurs de répondre aux attentes du marché. Et l'autre élément, c'est que le territoire où se déroulent ces actions liées au réemploi doit être un territoire où vous avez déjà de nombreuses entreprises et afin que vous puissiez avoir des entreprises justement qui vont se positionner pour répondre à ce réemploi. Enfin, par ailleurs, il faut un chantier où l'espace n'est pas une contrainte. Alors pourquoi l'espace ne doit pas être une contrainte? Parce que quand vous avez un titulaire du lot réemploi, l'idéal c'est à un moment ou l'autre de stocker les matériaux et les équipements sur le chantier pour que les entreprises puissent les regarder et les apprécier et voir comment elles vont être remises en œuvre dans le projet. Alors l'autre élément, et alors c'est généralement systématiquement le cas, c'est que la maîtrise d'œuvre, elle doit être aussi sensible à ce sujet. Alors je dirais que c'est généralement le cas parce que la mise en place du lot réemploi, elle intervient après la sélection de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et généralement, c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre qui est volontaire et qui va justement définir les conditions de fonctionnement de ce lot réemploi. Enfin, il faut qu'il y ait une maîtrise d'ouvrage qui soit volontariste. Parce que, alors je dirais que de manière générale, quand on fait du réemploi, il faut que la maîtrise d'œuvre soit volontariste. Parce que c'est une nouvelle façon de faire. Et pour les acteurs, c'est rassurant d'avoir un maître d'ouvrage dont les décisions vont aller dans le sens du réemploi. Alors, quelles peuvent être ces missions du lot réemploi? Alors, les missions d'un lot réemploi ne sont pas définies par avance, mais on peut considérer qu'il y a quand même des éléments qui doivent ressortir à chaque fois. Donc, la première chose, ça va être le repérage des gisements. Comme je l'expliquais, vous pouvez avoir ce qui se passe généralement dans des marchés publics, c'est que quand on est en économie circulaire, on peut très bien avoir repéré très en amont un gisement, mais ce gisement, il n'est pas garanti que lorsque le projet va se dérouler, il soit toujours disponible.
Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un titulaire qui va repérer à partir des chantiers environnement ou par rapport à ce qui peut être potentiellement disponible chez des revendeurs, quel gisement utiliser. Et à partir de là, va intervenir la mise en œuvre d'une démarche de validation de ces équipements ou ces matériaux qui vont être réutilisés dans le projet. Et ce titulaire du réemploi, en quelque sorte, va être responsable de l'ensemble de la logistique, donc du repérage, ensuite de la validation, donc le suivi donc logistique, c'est-à-dire tout ce qui est lié au transport des matériaux. Transport, c'est un point essentiel, c'est pour ça que c'est important de le confier à un représentant de sur le réemploi, parce qu'il arrive fréquemment en fait, que les matériaux et les équipements liés au réemploi sont endommagés lors du transport s'ils sont mal manutentionnés. Ensuite, un point important, c'est le stockage de ces éléments. Et donc là, ça va être à la charge du titulaire de réemploi, du lot réemploi de repérer quels sont les lieux favorables à un stockage pour que ce stockage se fasse dans les meilleures conditions. Et ensuite, point vraiment essentiel, ça va être de formaliser l'ensemble de ces démarches et en fait l'ensemble du processus qui concerne le réemploi. Alors cette traçabilité, elle est essentielle, notamment lorsqu'on on aborde le sujet de l'assurance. À savoir que pour comment je dirais rassurer les assurances, il est important de savoir d'où viennent ces équipements et comment ils ont été reconditionnés, comment ils ont été entreposés et comment ils vont être remis en œuvre. Et donc c'est important d'avoir cet ensemble de preuves qui vont en quelque sorte définir le processus de la façon, le processus logistique qui a amené ces équipements de la dépose au reconditionnement et la remise en œuvre dans le projet. Alors les atouts du réemploi, ils sont de 4 types de domaines. Donc, que je le disais, il y a un défi technique parce que les matériaux de réemploi, très souvent pour les entreprises, en fait, ce ne sont pas des matériaux ou des équipements qui sont standards, puisque c'est généralement des matériaux, des équipements qui datent de plusieurs années et qui peuvent en fait quelquefois heurter la manière de faire des entreprises sur le chantier. C'est-à-dire que ces entreprises vont devoir se réapproprier ces équipements et donc là c'est important pour le titulaire du réemploi d'expliquer un peu aux entreprises comment le faire. Alors tout à l'heure je parlais d'une complicité quelquefois avec la maîtrise d'œuvre. Je crois que c'était il y a 15 jours, c'était Sonia Viou qui parlait d'une permanence architecturale. Je crois que c'était l'agence Encore Heureux qui généralement met ça en place sur ses projets pour justement expliquer aux entreprises comment s'approprier ces matériaux et ces équipements de réemploi. Alors ensuite, il y a un défi organisationnel, parce que comme je l'expliquais, les aspects logistiques sont essentiels, à savoir la dépose et ensuite le transport et le reconditionnement sont des éléments essentiels à mettre en place. Ensuite, il y a un défi communicationnel, c'est-à-dire que le fait d'avoir un lot réemploi va montrer aux autres acteurs, aux autres titulaires du marché, que le réemploi, c'est un sujet vraiment essentiel pour le projet, et donc que c'est pas un gadget, on l'a vu par exemple, une fois j'avais discuté avec un maître d'ouvrage qui disait pour les entreprises, c'était un projet bobo, en gros on voulait mettre une petite dose de réemploi, mais non. Si vous nommez un titulaire pour un lot réemploi, ça montre que vous vous engagez aussi dans une démarche réelle d'économie circulaire. Ensuite, comme je l'ai précisé précédemment, il y a un défi assurantiel, c'est-à-dire que la plupart des équipements et des produits qui sont issus du réemploi, ils n'ont pas suivi un processus industriel comme des produits neufs. Et donc il y a une phase de reconditionnement, de stockage, et donc on ne sait pas si selon l'usage qui va être adopté, si ces produits et équipements offrent toutes les garanties. Or, un moyen pour, je dirais, rassurer les assurances, c'est déjà au moins de leur présenter le processus qui a conduit à la remise en œuvre de ces équipements. C'est-à-dire que si vous leur décrivez de manière précise, si vous rassemblez les modes de preuve qui permettent de requalifier ces produits et ces équipements, déjà vous avez fait une partie du chemin qui vont vous permettre ensuite d'avoir
je dirais, une validation, en tout cas de rassurer les assurances. Alors, malgré tout, il y a je dirais des points de vigilance. Alors, le premier, c'est anticiper le risque d'appel d'offres infructueux. Alors, anticiper le risque d'appel d'offres infructueux, pourquoi? C'est-à-dire que lorsque vous lancez un appel d'offres lié à un marché, à un lot réemploi, il faut absolument être certain, disons, c'est mieux d'avoir au moins un candidat, au moins une réponse. Et c'est pas toujours si simple. Et la semaine dernière, il y a 15 jours plutôt, on a parlé de la consultation préalable du marché. Cette consultation préalable du marché dans le cadre d'un lot réemploi, c'est essentiel pour être certain justement que vous allez avoir des acteurs qui vont se positionner sur ce lot réemploi. Parce que c'est un point qui n'est pas... on est encore sur des activités qui sont nouvelles et selon l'endroit où vous vous situez, vous pouvez très bien ne pas avoir d'entreprise ou d'acteurs qui se positionnent et qui y répondent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait des conditions propices à la mise en place de ce lot réemploi et notamment un tissu urbain important parce que si vous avez une grosse agglomération, il y a des chances que vous ayez des acteurs, notamment au niveau de la maîtrise d'œuvre, qui soient multiples et que vous ayez des acteurs qui ont décidé de se positionner sur ce créneau du réemploi. Donc ça, c'est un point important, anticiper ce risque d'appel d'offres infructueux. Deuxième point, c'est avoir des liens étroits entre ce titulaire et l'équipe de maîtrise d'œuvre. Alors, je dirais que ça, comme je le précisais juste avant, généralement ça coule de source dans la mesure où c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre qui va choisir la mise en place de ce lot réemploi. Mais ce que l'on constate, c'est que c'est vraiment essentiel au sens où le projet, quand un projet qui fait appel à des matériaux et des équipements de réemploi doit rester flexible. C'est-à-dire que selon les gisements qui vont être trouvés par le réemploi, l'équipe de maîtrise d'œuvre va devoir quelquefois revoir son projet et donc l'adapter aux gisements qui ont été trouvés. Et ces éléments vont faire qu'il est important d'avoir cette complicité très étroite entre le titulaire du lot réemploi et l'équipe de maîtrise d'œuvre. Troisième point de vigilance, c'est le stockage des équipements et des matériaux. Comme je le disais, il n'est pas très fréquent, mais il arrive que des matériaux et des gisements qui étaient en parfait état soient mal stockés et par exemple puissent être dégradés, par exemple s'ils sont stockés dans un lieu qui est ouvert aux intempéries. Donc là, dans ces cas-là, il peut y avoir une dégradation lors de la phase de stockage ou une pollution si on le stocke sur un lieu proche du chantier mais qui peut être proche d'un sol par exemple pollué. Donc ce lieu de stockage est vraiment essentiel et c'est pour ça que je disais dans les conditions propices au développement d'un lot réemploi, c'est d'avoir de l'espace sur le chantier, c'est-à-dire de ne pas être contraint par la surface. Et c'est vrai que quand on est dans une agglomération de type parisien, ça peut être une grosse contrainte. Autre point, c'est anticiper les avenants potentiels des titulaires des autres lots. C'est-à-dire que lorsque vous faites du réemploi, encore une fois, vous ne connaissez pas à l'avance le gisement. Alors vous ne savez pas quels sont les matériaux et les produits que vous allez réemployer. Alors c'est pour ça que c'est important, lorsque vous avez ce lot réemploi, le titulaire du lot réemploi qui va chercher les différents gisements sur les chantiers environnants et auprès des revendeurs, ce titulaire va ensuite donner les produits et les équipements des lots de réemploi aux autres titulaires de marché. Et c'est au fil du projet que ces titulaires des autres lots vont découvrir les éléments de réemploi qu'ils doivent réintégrer dans leur lot. Et donc c'est important pour éviter ces avenants d'avoir dès le départ prévu une variante en fonction du nombre de matériaux de réemploi qui vont être posés. C'est-à-dire que vous allez demander aux entreprises des différents lots de proposer une offre à partir de matériaux neufs, donc fourniture et pose, et une autre offre avec la pose
mais aussi une vérification des matériaux qui vont être réemployés. Et là, j'en viens au dernier point de vigilance, c'est l'aspect vide assurantiel, c'est-à-dire que les entreprises, il faut aussi leur demander, les entreprises qui vont remettre en œuvre des équipements ou des matériaux de réemploi, il faut leur demander au minimum de vérifier, de regarder l'état dans lequel se situent ces matériaux, de façon à engager aussi un peu leur responsabilité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se limiter à une activité de pose, il faut qu'il y ait un élément qui se rapproche de leur activité de fourniture, qui soit également présent dans leur action sur le marché. Donc voilà, je crois que j'ai terminé pour cette présentation, et donc je suis disposé à répondre aux questions. Alors j'ai eu du mal avec la souris. Je laisse tes coordonnées que tu avais mis quelques instants si le public veut les noter. Alors on a déjà pas mal de questions dans le chat. Si on n'a pas le temps de toutes les traiter, je vous rassure tout de suite, pas de frustration, on reviendra vers vous avec les réponses par écrit. C'est vu avec les différents intervenants, on vous laissera pas sans réponse. Je vais prendre les premières, mais n'hésitez pas à en mettre d'autres dans le chat. Alors, on avait une question, peut-être pour éclaircir ou pour revenir sur ce point, une question de Jean-François Corollet. Qui rédige le lot 0 ? Est-ce que c'est plutôt l'économiste, un AMO spécialisé ? Comme je le disais, généralement, il y a une étroite connivence entre l'équipe de maîtrise d'œuvre et puis le titulaire de lot réemploi. Je pense que ça va plus être l'équipe de maîtrise d'œuvre, et il y a un rôle important, à mon sens, de l'architecte dans cette rédaction du lot, mais je crois que après ça se fait en connivence aussi avec le maître d'ouvrage qui va être engagé. Si je prends l'exemple que j'avais, qui fait souvent référence, c'est le cas de la Halle Colombelle, où était présent justement l'agent d'architecture Encore Heureux. Il y a eu une coopération entre la maîtrise d'ouvrage qui était vraiment très volontariste sur ce projet, qui voulait vraiment faire émerger le réemploi, et puis l'équipe de maîtrise d'œuvre. Après, on a une question sur le projet Life Waste to Build en particulier. Est-ce qu'il est disponible sur toute la France ou est-ce qu'il est seulement disponible à Toulouse ? Et est-ce que la plateforme est accessible aux Outre-mer ? Parce qu'on a l'exemple de Franck Da Silva qui répond que son code postal n'est pas reconnu. Ah. Alors, je ferai remonter l'information aux représentants de Toulouse Métropole. Alors, la plateforme, elle est quand même... Il faut voir que quand on parle économie circulaire, en principe, alors même si on a des exceptions, on parle quand même économie locale. C'est-à-dire que les gisements à Toulouse Métropole, ils l'ont mis en place là, pour des marchés qui se déroulent sur Toulouse et son agglomération. Vous n'allez pas avoir un maître d'ouvrage de Pantin qui va déposer son projet de déconstruction sur le site de Toulouse Métropole. Et là, à l'acteur qui est des DOM, c'est ça, je lui déconseillerais de mettre son projet de déconstruction, parce que là, vous voyez qu'en matière d'économie circulaire, en matière de gisement, d'identification des gisements, de requalification, et en termes de logistique, là, ça risque d'être un peu compliqué. Et je pense que là, il faut mieux privilégier le local. Encore une fois, les plateformes, actuellement, la plupart des métropoles sont en train de se structurer. Là, on est sur une plateforme numérique. Je pense qu'à côté de la plateforme numérique, il faut qu'il y ait aussi un lieu physique, parce que on ne peut pas passer d'un chantier... Dans l'idéal, vous voyez, c'est vous passez d'un chantier de déconstruction à un chantier de construction. Le problème, c'est que vous êtes sur des matériaux et des équipements de réemploi. Et donc, il y a un moment, il faut les requalifier, ces éléments qui sont issus d'un chantier. Et donc, il y a toute une phase encore une fois, de dépose, de reconditionnement, et puis après de remise en œuvre. Et cette phase de reconditionnement, elle ne peut pas se faire si on fait que du virtuel via une plateforme numérique. Alors après, on a plusieurs questions qui tournent autour du sujet financier. On en a une première qui est quel est le budget à prévoir pour ce lot spécifique réemploi ? Un ordre de grandeur d'un retour d'expérience ira très bien, parce que souvent les maîtrises d'ouvrage imaginent des montants rédhibitoires. Alors, c'est vrai que, alors je ne vais pas alors dans le cas par exemple de la Halle Colombelle, c'était autour de 50 000, 60 000 euros pour le titulaire du lot réemploi. Après, tout est fonction des missions que vous confiez à votre titulaire du lot réemploi. Plus les missions vont être larges, plus il faudra le rémunérer. Donc
Je dirais que c'est comme pour les missions que vous confiez à une équipe de maîtrise d'œuvre ou au titulaire des autres lots. Tout dépend de l'envergure de la mission qui va être confiée. Et donc c'est pour ça qu'il faut voir aussi que quand vous faites du réemploi, alors c'est vrai qu'il y a un coût, mais il y a aussi une économie quand même sur la matière et sur la ressource, notamment des nouveaux équipements neufs. Je prends l'exemple des radiateurs qui sont régulièrement remis en œuvre. Je discutais récemment avec justement une entreprise qui fait du reconditionnement au niveau des radiateurs et qui m'expliquait que si on prend les radiateurs en fonte, aujourd'hui, en fait, vous n'avez plus de neuf. Il n'y a plus il y a plus de producteurs, il n'y a plus de fabricants de radiateurs en fonte. Et les seuls, donc, si vous voulez mettre sur un projet des radiateurs en fonte, vous êtes obligé de faire appel à des entreprises qui reconditionnent ces radiateurs. Alors, vous pouvez en avoir du neuf, mais les neufs viennent de Turquie ou de Chine. Et en qualité, ils vont pas durer plus de 100 ans comme les radiateurs actuels qui sont disponibles chez ces reconditionneurs. Alors après, on a quelques questions sur un volet technique. Bonjour, si besoin de réaliser des tests complémentaires pour justifier des performances des produits de réemploi aux assureurs et aux bureaux de contrôle, est-ce que c'est le lot réemploi qui s'occupe aussi de coordonner tout ça? Alors, ça peut être effectivement une des missions qui est confiée au titulaire du lot réemploi. Si je reprends le cas de la halle Colombelle, en fait, le titulaire du lot réemploi allait à prendre des photos des différents gisements identifiés, et ensuite l'équipe de maîtrise d'œuvre allait dire de visu comme ça est-ce que ça leur convenait. Et puis il y avait un point important aussi, c'était la quantité du gisement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un gisement de très bonne qualité, mais s'il est très limité, il n'y a pas forcément d'intérêt à le réintroduire dans le projet. Donc, en tout cas pour l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et donc, il est important qu'ils puissent identifier des lots importants. Et ensuite, les tests, ça sera un peu en fonction de ce qui est considéré. Mais ça va être un peu le rôle du titulaire du lot réemploi, ça va être justement de rassembler les différentes preuves. Et c'est pas lui qui va donner après sa signature, mais dans le cas, encore une fois, de la halle Colombelle, c'est lui qui rassemblait les différents modes de preuve, qui les présentait aux équipes de maîtrise d'œuvre, et ensuite ces équipes de maîtrise d'œuvre allaient signer les documents en disant oui, là c'est à dire l'expert, ces matériaux sont bons, et quelquefois vous pouvez, et ce qui s'est déroulé, c'est qu'il y avait besoin de tests complémentaires, notamment par exemple par rapport à un isolant, voir s'il y avait toujours certaines performances. Mais après, c'est à vous en tant que maîtrise d'œuvre ou même avec la maîtrise d'ouvrage, de définir l'usage qui va être fait de ces matériaux. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un usage qui peut être dégradé. Dans ces cas-là, vous n'allez pas avoir besoin de tests très très poussés. Tout est fonction en fait de la manière dont vous voulez réemployer ces équipements et ces matériaux. Et puis on va en prendre encore deux, je pense, avant de passer au retour d'expérience. Comment une entreprise peut-elle engager sa responsabilité sur l'état d'un matériau et sa décennale, du coup, sur un matériau sur lequel elle n'a aucune garantie? Alors je dirais qu'elle va pas, en principe, c'est pas elle de s'engager sur la responsabilité, elle va pas engager sa responsabilité, c'est pas elle de requalifier le produit, c'est pas elle qui va dire oui, ce matériau il peut durer une dizaine d'années. En principe, ce que je disais, c'est que cette requalification et ce rassemblement, c'est la question précédente, hein, l'acteur qui doit rassembler les preuves, comme quoi les matériaux sont de qualité et peuvent s'inscrire parfaitement dans le cadre du projet, ça va être le titulaire du leur emploi avec la complicité des autres acteurs de la maîtrise d'œuvre. Mais j'insistais sur un point qui était à quel moment l'entreprise doit intervenir, c'est quand même, elle doit au moins vérifier que ces matériaux sont aptes. C'est pas elle qui va s'engager, mais par rapport à son assurance, c'est quand même important parce que généralement elle est impliquée sur la fourniture et la pose, qu'elle ne se limite pas à une activité de pose. Oui. Et bien justement, quand tu parles de fourniture et de pose, dans l'exemple que tu as cité, là on a une question. N'est-il pas plus simple de mettre le lot réemploi en marché de base et le neuf en option, en encourageant le réemploi par la notation des entreprises? En fait, le problème de mettre le réemploi en base, c'est que en fait, on connaît jamais le volume du gisement. Il y a encore trop d'incertitudes. De toute façon, le neuf sera
en tout cas pour le moment, il est toujours dominant sur un marché. Vous avez le réemploi, pour l'instant, c'est un complément. Toutes les filières ne sont pas organisées. Là, l'exemple de la plateforme numérique qui est mis en place par Toulouse Métropole, c'est justement de favoriser le développement de gisements et des matériaux qui aujourd'hui qui pourraient être valorisés et ne sont pas valorisés. Ça marche. Bon, il est déjà 9h05, donc on va passer au retour d'expérience. Pour toutes les questions qui sont apparues dans le chat, je vous rassure, on reviendra vers vous à la fois sur LinkedIn pour vous répondre dans le chat et puis sur le site, là où on mettra le replay de l'événement, vous aurez aussi un petit onglet questions-réponses et on répondra à toutes les questions qu'on n'a pas pu traiter tout de suite. Voilà, et on continue. Merci. Bonjour à toutes et tous. Du coup, je vais embrayer sur la présentation du projet qui nous concerne, de la halle Gali. On va sûrement redire des choses qui ont été dites, mais voilà, leur donner un peu une perspective concrète, on va dire. Mais voilà, je vais illustrer un petit peu. Je vais dans le mauvais sens. Voilà. Donc je suis César Bazin, architecte associé à Atelier Plus 1 et je suis accompagné de Bertille Fégé, directrice de projet chez ICAD Synergie Urbaine. Donc maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage sur ce projet. Quelques mots sur le contexte et le cadre dans lequel ce projet s'est fait. Donc peut-être tu veux commencer. Oui, alors en fait, on parle d'un projet qui s'inscrit dans une réalisation plus vaste qui est le quartier de Gali, donc la reconversion d'une ancienne caserne militaire à Versailles, un site d'à peu près 20 hectares avec une programmation essentiellement résidentielle. Mais ce qui nous intéresse plutôt aujourd'hui, c'est qu'on avait pour projet de conserver 3 bâtiments, dont une grande halle qui se situe, ainsi que ça apparaît à l'image, au sud du quartier, et que le premier usage de cette halle était a priori double. Il y avait l'idée de faire une maison de projet d'abord, et puis on a aussi souhaité articuler ça avec une utilisation dans le cadre de la Biennale d'architecture de Versailles, ce qui a conduit à une première rénovation avec comme objectif derrière d'avoir une rénovation plus lourde pour une programmation commerciale. Donc on se situe dans un projet là qui était temporaire. C'est important de le préciser, on le redira plusieurs fois parce que effectivement ça a eu un impact sur les choix qu'on a pu faire au long du projet. Donc aujourd'hui on a terminé cette première étape de rénovation temporaire ou intermédiaire. Et voilà, la phase de rénovation plus lourde et pérenne va avoir lieu dans les mois qui viennent. Ouais. Donc voilà quelques images de la halle, alors il y a quelques mois maintenant, puisque le terrain a bien changé depuis, mais voilà, on se situe donc à Versailles, on l'a dit, à la limite entre Versailles et Saint-Cyr, dans le 78. Ouais. Donc sur un immense terrain vague aujourd'hui, donc cette ancienne caserne, et sur laquelle subsiste encore effectivement cette halle et 2 maisons meulières en bord de voirie, enfin, le long de cette départementale. C'est un contexte un peu particulier puisque on est sur un chantier, donc comme l'a dit Bertie, très vaste. C'est un chantier dans le chantier, on va dire. Donc dans ce contexte en plus temporaire qui a contraint, ou qui a plutôt favorisé certains choix, très vite est venu alors nous sommes arrivés avec cette notion de réemploi comme un peu le caractère innovant dans le projet, puisque effectivement on était sur un petit sujet, un assez petit projet en ampleur autant économique que géographique, on va dire. Donc très vite on a voulu prendre ce sujet du réemploi comme le sujet d'innovation du projet. D'autant plus que assez vite, donc nous qui en tant que maître d'œuvre on a l'habitude ou le réflexe d'intégrer cette notion de réemploi dans quasiment l'intégralité de nos projets, et on a souhaité le mettre en avant avec notre maître d'ouvrage, par l'intermédiaire d'un autre acteur qui est Cycle Up, qui est donc un acteur du réemploi francilien parmi d'autres, mais qui se trouve à une relation un petit peu particulière avec ICAD, puisque ICAD est en partie fondateur et associé de cette structure. Donc il y avait un enjeu de synergie qu'on a assez vite identifié et dont on a voulu profiter dès le début.
Donc d'ailleurs, peut-être ça, j'en profite pour rebondir sur les questions qui ont été posées avant, mais donc CycleUp dans ce contexte-là a été autant le titulaire du lot réemploi que d'une certaine manière une sorte de BE réemploi qui, on le voit dans de plus en plus de marchés publics, peuvent faire partie de la maîtrise d'œuvre aussi et alors c'était pas le cas dans ce marché-là, mais peuvent dans certains cas rédiger le lot réemploi et faire vraiment de la conception et de la maîtrise d'œuvre avant l'attribution des lots et des marchés de travaux. Voilà quelques photos de la halle avant travaux. Donc on est sur une halle vraiment à nu. Voilà. Avec des travaux graffiti. Voilà, des travaux graffiti. Et l'enjeu était effectivement pas de faire un projet. Très vite, on a décidé de laisser la halle dans son jus, entre guillemets, et de n'intervenir que là où c'était nécessaire. Donc vous le verrez un petit peu sur les images après, mais on a créé une boîte dans la boîte qui laissait voir et laissait la halle voilà, dans son état quasiment existant. Donc on le voit, donc voilà le plan et la coupe de la halle. Donc une halle qui fait environ 1000 mètres carrés et on est intervenu principalement sur la partie sud de la halle qui se trouve ici, qui en réalité représente un tiers de la halle, soit à peu près un peu plus de 300 mètres carrés. Les enjeux du cahier des charges de ce projet, c'était d'abord la mise hors d'eau, hors d'air, donc vraiment la réfection de l'enveloppe, puis la réversibilité et la polyvalence de l'aménagement prévu à l'intérieur, donc de cette maison du projet. À travers le sujet du réemploi, en minimiser l'impact carbone, même si il n'y avait pas un enjeu de quantifier nécessairement cet impact et cette démarche réemploi, mais voilà, elle est restée, elle a guidé quand même la conception. Un projet démonstrateur en lien avec la Biennale d'architecture et de paysage dont le sujet a été la terre. Ensuite, dans les usages, voilà, on en a parlé, une maison du projet, donc un accueil de public ponctuel sur le temps du chantier avant l'aménagement pérenne. Et il était question au départ d'intégrer la maison de vente, puisqu'il y a une grande partie de logement à venir dans le quartier, donc il était question que la maison de vente soit intégrée au projet, mais ça a été finalement annulé en cours d'étude, puisque la maison de vente s'est retrouvée dans une des deux maisons meulières. Donc j'ai remis les phases. La première phase, comme l'a dit Bertie, une première phase de remise en état, l'accueil de la Biennale d'architecture et de paysage avec une exposition, et enfin une occupation temporaire sur les mois qui sont en cours en ce moment. J'en viens au sujet de la consultation. Donc effectivement, je répète, on est dans et je le redirai un peu plus tard, on est dans un contexte un peu particulier vis-à-vis de l'entreprise de réemploi, enfin lié au réemploi, puisque ça s'est fait globalement en direct très vite pendant les études. Mais on a très vite décidé donc de faire un marché général pour tout corps d'État, pour une entreprise générale, et un second marché spécifique pour le lot réemploi, donc en fourniture. Les missions donc, de CycleUp sont grosso merdo ce qui a été énoncé par Frédéric, c'est-à-dire l'approvisionnement, la fourniture, enfin trouver les gisements, la requalification des matériaux, la préparation à la remise en œuvre, le stockage, et le bilan environnemental des opérations à la fin des travaux. Alors vous verrez probablement pas grand chose parce que c'est assez petit, mais je vous ai mis un extrait du DQE. Donc il y a une rédaction effectivement spécifique des DQE et des CCTP qui est à intégrer, dans laquelle donc les lots généraux sont rédigés de manière assez classique, traditionnelle, mais font apparaître effectivement des lignes de pause simplement. Alors nous on avait fait le choix d'indiquer en priorité simplement la pose des matériaux concernés en réemploi et d'intégrer en variante ou en option la fourniture de ces mêmes matériaux. Donc là c'est rédigé de manière assez sommaire, mais dans les CCTP c'était bien entendu décrit plus précisément.
Et ensuite, le lot réemploi reliste l'ensemble des autres lots, et dans chaque lot indique la quantité des matériaux à fournir, soit en unités, soit en mètres carrés ou mètres linéaires, etc. Et forcément, on a on le redira aussi, mais une forme d'adaptabilité dans ce qu'on cherche comme matériaux. Donc on va préciser jusqu'à un certain point les types de matériaux et d'équipements qu'on souhaite. Mais voilà, il y a toujours cette notion inconnue de qu'est-ce qu'on aura à la fin sur le chantier. Donc il faut toujours le garder en tête, autant maître d'œuvre que maître d'ouvrage. Donc il y a cette flexibilité jusqu'à la livraison quasiment. Jusqu'au dernier jour. C'est ça. Et alors c'est un petit peu moins le sujet d'aujourd'hui, et je pense que vous en parlerez plus au prochain webinaire, mais on va quand même un petit peu l'évoquer sur le chantier lui-même. Donc sur notre expérience, ce qui a été assez intéressant, c'est qu'on a très vite essayé de maximiser le réemploi dans tous les lots. Donc il y en avait quasiment, oui, je crois, dans chaque lot, il y avait au moins 1 ou 2 éléments à fournir. Il me semble à 43 typologies de matériaux et d'équipements au départ. Alors moins à l'arrivée, puisque forcément on a de la perte, on va dire. Il y a des éléments qui n'ont pas pu être mis en réemploi. Mais voilà, on a mis quelques exemples, autant sanitaire suspendu, vasque, porte, luminaire, éclairage de sécurité, etc. etc. Des équipements et matériaux plus ou moins techniques et plus ou moins à transformer, ce qui, on le verra, a eu une incidence, et sont des points de vigilance dont on reparlera un petit peu après. Voilà. L'entreprise CycleUp donc, a une méthodologie qu'on retrouve dans beaucoup d'autres entreprises de réemploi, donc de fiches d'identification des gisements, avec en général une ou plusieurs photos, des indications les plus précises possibles sur le gisement. Alors, il faut savoir que les entreprises de réemploi sont aussi souvent jeunes, et qu'elles aussi tâtonnent et expérimentent, et c'est un peu lié à la nature des gisements et de leur activité. Mais du coup, on peut avoir des erreurs, on peut avoir des imprécisions, donc il faut toujours être vigilant sur les identifications des gisements. Si c'est possible, allez les voir. Et voilà, ce travail de suivi à toutes les étapes, il incombe bien sûr à l'entreprise de réemploi, mais aussi au maître d'œuvre. Donc il faut être d'autant plus rigoureux et vigilant sur ces éléments-là. Mais bon, plus on en fait et plus on voit un peu où il faut regarder et ce qu'il faut vérifier. Donc on a ces fiches d'identification. Ensuite, on a le stockage et la transformation. Dans notre contexte, on avait la chance d'avoir de la place. Donc dans la halle, on a pu stocker. Donc c'est aussi un des paramètres qui a fait que on a pu faire du réemploi. Oui, c'est ça. Donc on avait une partie de la halle disponible en dehors de la zone chantier qui a permis à la fois de stocker et aussi de transformer, puisque une partie de la remise en état des matériaux a été faite sur place. Voilà un petit peu le rendu de la halle aujourd'hui, ou quasiment, il y a quelques semaines, puisqu'il y avait encore l'exposition affichée sur ces grandes toiles blanches. Et ce qu'on voit principalement, on le voit peut-être un peu mieux sur les images après, voilà, c'est cette boîte dans la boîte, comme je le disais. Donc c'est vraiment un petit objet qui est globalement une boîte en ossature bois isolée, étanche bien sûr, et dans laquelle on retrouve ces éléments de réemploi. Donc là on le voit un petit peu sur l'image de gauche, les revêtements muraux, le plafond, les luminaires, le mobilier, etc. Alors pas l'ossature bois qui a été un sujet, qui était une tentative, mais qui est une de celles qui n'ont pas fonctionné. Voilà. On revoit de nouveau quelques images. Alors, on ne voit pas tous les éléments. Je ne crois pas avoir mis de photos des sanitaires, mais il y a quasiment... On en a eu une avant, en fait. Il y en avait une avant ? Ouais. Ah oui, tu dis ici, voilà. La mise en œuvre, on voit un petit peu ici, voilà, c'est pas passionnant comme photo, mais on voit les éléments de réemploi aussi posés dans les sanitaires. Et enfin, alors les enseignements, je n'ai pas du tout regardé le temps, je ne sais pas si on est bon. On est bon, très bien.
Sur les enseignements du projet, donc, il nous paraissait important d'être assez transparent sur ce qui a été bien et ce qui a moins bien marché. Donc il faut savoir que déjà dès la fin du projet, on a fait ce bilan entre nous, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et entreprise. Ah oui, je ne l'ai pas redit, mais l'entreprise qui a été titulaire des marchés tout corps d'État n'était pas du tout connaisseuse et habituée du monde du réemploi. Mais c'était très intéressant et je pense qu'elle l'a pas regretté, même si elle s'est un petit peu arraché les cheveux, je pense, à certains moments du chantier. Mais voilà, ça a été aussi beaucoup d'apprentissage pour elle aussi. Donc le contexte facilitant, je l'ai déjà dit, mais le caractère temporaire de l'aménagement qui a permis de faciliter certains échanges, notamment avec le bureau de contrôle, qui lui était, je pense, déjà au fait de ces questions-là, de ces sujets-là. La nature du bâtiment et donc la possibilité de stocker et de remettre en état sur site. La relation spécifique entre le maître d'ouvrage et l'entreprise Cycle Up, qui est une spécificité du projet, et le travail avec une collectivité et des services techniques déjà sensibilisés au réemploi. Donc, on l'a pas redit, mais il y avait la ville de Versailles était on va dire, en seconde ligne derrière ICAD et a soutenu aussi et supporté cette recherche et ce travail. Donc, enfin voilà, c'était vraiment j'ai dit le mot recherche, mais il y avait un peu de ça, c'est-à-dire que c'est ce contexte qui nous a donné envie de se dire le sujet du réemploi est un sujet brûlant, d'actualité, donc prenons ce contexte facilitant pour justement essayer d'aller le plus loin possible dans la démarche et sur un maximum de lots, de fournitures et d'éléments. Et justement, c'est ce qui a aussi été un point d'achoppement, c'est le nombre de fournitures très important au regard des quantitatifs, puisqu'on est encore une fois sur un projet de petite ampleur. Et du coup, chaque élément était parfois en 1 unité, 2 unités, 5 unités, ou peu de mètres carrés. Et il faut savoir que chaque élément de réemploi, c'est un sujet en soi, alors je ne sais plus si je le dis maintenant ou plus tard, mais qu'on prend souvent ces 2 exemples sur notre chantier qui sont, selon nous, assez révélateurs. C'est les Gébérites, par exemple. Les Gébérites nous ont posé pas mal de questions et de problématiques sur chantier, puisqu'il y a des interfaces maçonnerie, plomberie, et pas mal de technicité dans ces éléments qui sont pas conçus pour être remis en état, enfin remis en œuvre une seconde fois. Donc voilà, des difficultés sur les Gébérites. On prend souvent aussi l'exemple des éclairages de sécurité. Alors là où c'est plutôt sur une vigilance, c'est tout bête, mais on nous a livré des éclairages de sécurité dont la flèche n'était pas dans le bon sens. Et du coup, c'était... donc on a eu un carton d'éclairage de sécurité, mais une fois sur site, on se rend compte, une fois qu'on déballe tout, on les met en place, on se dit « Ah mais en fait ça ne va pas ». Donc c'est ce genre de vigilance auquel l'entreprise, au vu d'une forme de dilution en partie de sa responsabilité au travers de l'entreprise de réemploi, donc l'entreprise TCE qui délègue une partie de la responsabilité à une autre entreprise de réemploi, accorde un petit peu moins d'importance, ou chacun regarde un petit peu avec ses œillères ce sur quoi il est censé intervenir, et du coup c'est là où nous, maîtres d'œuvre, on doit vraiment regarder le plus largement possible et ne pas oublier ce genre d'éléments qui, sur un chantier traditionnel ou sans réemploi, aurait probablement pas été un problème, justement. Un autre point d'achoppement, c'est la temporalité très courte des études du chantier et du projet de manière générale, qui a freiné certains choix et on a dû trancher sur certains éléments. Je peux en parler de l'ossature bois qui a dû assez vite être écarté au vu de la temporalité du projet et de la disponibilité ou la non-disponibilité des gisements. Oui, on avait une échéance très claire qui était l'ouverture de la biennale. Voilà, donc pas de deadline non déplaçable. La fourniture en plusieurs lots, je ne sais plus très bien pourquoi j'ai écrit ça, mais c'est le fait d'avoir
des éléments dans chaque lot et ensuite une entreprise générale, mais qui a quand même des sous-traitants, électricité, plomberie, etc. Et ça, on le redira après, mais donc il y a la difficulté technique de la remise en état, mais il y a aussi la vigilance temporelle, c'est-à-dire à quel moment les matériaux arrivent sur le chantier, à quel moment ils sont vérifiés par l'entreprise elle-même et par le maître d'œuvre qui est l'interface entre le réemploi et l'entreprise traditionnelle, et à quel moment on peut se retourner pour ne pas mettre en péril le planning du chantier aussi. Donc ça, c'est des éléments qui sont des points de vigilance qu'on voit un peu après. Alors là, dans la proportion, on a l'impression que tout s'est mal passé, je vous rassure, tout s'est pas mal passé, mais ça nous paraît plus intéressant de montrer les difficultés ou les points d'attention que ce qui a fonctionné. Mais ça a déjà été dit, mais le réemploi, certains de ses avantages, c'est que ça permet de cantonner ou d'identifier en tout cas clairement les responsabilités. Ça permet d'acculturer les entreprises qui ne connaissent pas le réemploi. Frédéric l'a dit, mais c'est un aspect très important, c'est que si on avait mis le réemploi dans les lots généraux, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu, on en aurait eu beaucoup moins, parce que au fur et à mesure de la mission de l'entreprise, elle aurait dit ah oui mais ça j'ai pas trouvé, ah oui mais donc en fait ils auraient fini par déliter la nature du réemploi dans le projet. Mais c'est pas la facilité pour les entreprises en fait. Et c'est pas la facilité pour les entreprises. Et ça réduit le risque de marché infructueux. Alors si vous connaissez bien l'écosystème du réemploi dans votre territoire, c'est d'autant plus simple d'aller consulter toutes ces entreprises qui font ça. Alors nous, on a de la chance en Ile-de-France parce qu'il y a pas mal de monde et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'y mettent. Mais voilà, il faut assez vite identifier, et les acteurs du réemploi sont vraiment très très variés, donc il faut brasser assez large dans la recherche. Les difficultés, point d'attention, la passation des matériaux, donc on l'a dit, c'est à quel moment ils arrivent sur chantier. Souvent ça se fait pas en une fois, donc ça peut être fait en 3, 4, 10 livraisons selon la nature et l'ampleur du chantier. Mais donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux matériaux, il faut organiser une réunion et un temps de restitution et d'interface. Ne pas oublier les variantes et les options dans les autres lots, ça a été dit, pour ne pas avoir des travaux supplémentaires globalement qui vont être plus coûteux que si c'est indiqué, ça va être plus de surprises que si c'était indiqué dès le départ dans les marchés. Fourniture en plusieurs temps, je l'ai déjà dit. Donc toutes ces fournitures techniques qui demandent plus de travail et plus de vigilance, qui doivent être réceptionnées par les artisans qualifiés. Donc c'est pas parce que le chef de chantier est là quand les GBRIT sont là que le plombier va pas dire la semaine d'après ah mais non ça ne va pas du tout, il faut retravailler ça et ça et ça. Donc il faut vraiment avoir les artisans au bon moment sur site. Il faut de l'inventivité chez les entreprises et presque de la créativité parfois, pour qu'ils au moins de la flexibilité, qu'ils sachent s'adapter. Ouais. Une flexibilité dans la conception, on l'a dit, mais nous, il y avait plein d'éléments dont on ne savait pas exactement lesquels on allait mettre pour le chantier. Donc faut bien connaître aussi les fournitures que sont capables de mettre en œuvre, sont capables de fournir les entreprises de réemploi. Donc il faut passer du temps sur les plateformes, de la même manière qu'on le fait avec des catalogues d'entreprises, de matériaux neufs. Il faut aller de temps en temps jeter un œil sur ce qui se fait et ce qui se trouve le plus régulièrement, parce qu'il y a des choses qu'on trouve très facilement et d'autres qu'on voit jamais. Donc faut pas être trop optimiste sur certains éléments. La MOA lui rappelait toujours l'incertitude et l'adaptabilité, la flexibilité qu'il peut y avoir. Aussi dans les montants, financièrement, il faut être, je ne l'ai pas mis, mais assurer, le suivi du projet et jusqu'à la fin, il ne faut pas négliger la phase après de recollement un peu des options, etc. Parce qu'il peut y en avoir beaucoup. Donc faut être vigilant au moment des situations des entreprises, etc. Dans le chantier. Décorréler le fournisseur et le poseur, ça c'est la nature même du réemploi qui fait que c'est deux personnes différentes, donc il faut qu'elles soient en lien et qu'elles se parlent.
je l'ai dit, mais le planning avec des jalons de validation, des deadlines, au-delà desquels on se fournit avec du neuf aussi, ça a été une des difficultés, c'était l'entreprise qui n'était pas particulièrement au fait du réemploi avait du mal à dire à quel moment il fallait... on n'avait plus le choix que de mettre du neuf, entre guillemets. Et donc ça, c'est vraiment un moment charnière où l'entreprise de réemploi et l'entreprise générale doivent se parler, comme un fournisseur une entreprise parle à son fournisseur, pour dire nous on a besoin du matériau tellement sur le chantier, donc il faut que 3 semaines avant ou une semaine avant on ait pu identifier où il était, en quelle quantité, à quel endroit, etc. J'ai pas remis, mais la question des quantités aussi est très importante parce que voilà, on n'est jamais certain de la quantité qu'on va avoir. Et voilà, merci. Bravo. On va passer à la session de questions-réponses, du coup, si vous voulez bien. Alors, il est 9h30 pour ceux qui devaient nous quitter à cette heure-là. On vous donne rendez-vous dans le chat pour les réponses qu'on viendra taper pour que vous puissiez y accéder. Puis pour ceux qui peuvent rester encore quelques minutes, on va prendre quelques questions. Alors, on a eu pas mal de questions, mais auxquelles vous avez répondu, notamment une sur pourquoi l'ossature bois n'a pas fonctionné, mais je crois que la réponse, c'était l'échéance était trop courte, et ça, c'était une question de... Oui, échéance et pas de gisement disponible à ce moment-là. Enfin, pas le gisement correspondant en termes de structure. Et comme à l'échelle du projet, c'était l'entreprise qui faisait les calculs, qui avait son BE pour calculer la boîte, elle a assez vite dit on n'y arrivera pas sans faire du neuf. Ça, c'était un peu... un des points sur lesquels on a lâché assez vite parce qu'on se disait déjà qu'on leur demande beaucoup de choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Sur l'ossature, on risque de les perdre ou de se les mettre à dos tout de suite. Donc, Et de manière un petit peu plus globale sur le projet, est-ce qu'il y a d'autres démarches de réemploi qui ont été mises en œuvre en dehors de la maison du projet ? Alors, il n'y a pas vraiment eu de réemploi in situ, par exemple. Je ne sais pas si c'est ça la question. Mais non, il n'y a pas eu sur le projet en général, peut-être d'aménagement plus général. Non, il n'y a pas encore eu d'autres démarches équivalentes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une meulière qui avait déjà été rénovée, la seconde qui vient d'être rénovée, effectivement, aussi avec César, mais on n'a pas eu l'occasion d'avoir cette démarche-là. Et sur le reste, effectivement, on est dans une construction neuve, avec en plus un contexte architectural très particulier parce qu'on est au pied du château de Versailles. Donc c'est vrai qu'on va peut-être un peu concentrer les efforts sur la réponse à ce contexte et aux exigences de l'architecte des bâtiments de France. Et puis on a aussi des exigences de performance environnementale qui font que tout ça s'articule assez difficilement. Donc on n'a pas rajouté en plus la démarche de réemploi. Ça marche. Et pour rebondir sur la question des exigences environnementales, on a une question sur les performances en termes de performance énergétique et carbone, notamment au regard de la RT. Quid de l'isolation et des systèmes énergétiques mis en œuvre? Et ce beau projet fait-il l'objet d'une certification de BDF? Je crois pas. Pas de certification, on l'a dit dès le début, il n'y avait pas d'enjeu de qualification du projet. Donc on a maximisé le réemploi. On pourrait faire le calcul aujourd'hui pour en apporter la preuve, mais non, donc on n'a pas de chiffres à vous donner, on va dire. Sur l'isolation, c'est du réemploi, c'est de la laine de verre, puisque c'est quand même ce qu'on trouve en majorité en réemploi. Et sur les systèmes de chauffage-ventilation, c'est neuf. Et c'est électrique, globalement. Ouais. Donc, oui, c'est électrique. Là-dessus, non, on n'a pas été plus loin que ça sur le... Oui, sachant peut-être qu'en termes de performance environnementale, c'est vrai que comme c'était un projet temporaire, autant sur le reste du quartier, on a un chauffage urbain, on a des éléments de performance assez forts. Autant dans le cadre de cet aménagement qui est temporaire, et c'est aussi, je pense, tout l'intérêt, ce qu'a mis en avant César, c'est que c'était en quelque sorte un coup d'essai aussi pour tout le monde, et pour la collectivité, et pour nous qui étions volontaires de porter cette démarche-là. Mais c'est que c'était d'autant plus facile de la porter qu'on était dans un contexte d'équipement public et d'équipement temporaire. Voilà. Et de boîte dans la boîte, donc il y a aussi, ouais. on va dire, un clos couvert en partie non isolé, mais
hors d'ordre, on l'a dit, puis cette boîte à l'intérieur, donc il y avait on n'a pas eu besoin de faire grand chose pour en faire quelque chose d'isolé et de confortable. D'accord. Et puis on va peut-être en prendre une dernière. Est-ce que vous avez réussi à évaluer le temps supplémentaire passé sur ce projet spécifique ? Alors je pense qu'on l'a sous-évalué au début, ça c'est sûr, mais non, on l'a pas évalué, ce serait intéressant de le faire. Ce qui est sûr, c'est que il faut l'intégrer dès le début dans les études. C'est-à-dire que autant sur les études que sur le suivi de chantier et dans l'analyse des offres, etc., c'est du temps. Donc sur le suivi de chantier, nous on le dit souvent, la question du coût du réemploi elle revient souvent sur mais ça coûte plus cher, etc. Nous on dit souvent ça coûte plus cher en temps, on met de l'argent dans les gens et pas dans la matière. Donc oui on passe plus de temps et les entreprises aussi, etc. Mais voilà, on valorise autre chose bien sûr. On n'a pas reparlé de l'insertion, mais la plupart des entreprises mettent en œuvre des démarches d'insertion. Donc, je m'écarte un peu du sujet. Mais donc, on n'a pas évalué le temps, mais soyez vigilants si vous êtes maître d'œuvre à l'intégrer dans la conception et pas juste se dire je mets autant de temps que sur un chantier, sur un suivi de chantier normal. Surtout si vous avez beaucoup de lots et de fournitures. Oui, en toute objectivité, en tant que maître d'ouvrage, c'est vrai. Enfin, pour avoir été aux réunions de chantier, je vois bien qu'effectivement, il y avait beaucoup de questions. Il fallait rechercher, rappeler Cycle Hub pour voir où c'en était. Avec l'entreprise, effectivement, il y a eu beaucoup d'interrogations sur certaines mises en œuvre. Donc, il y a eu du temps passé. Et l'entreprise Cycle Hub, dans son lot, elle a du temps, elle a identifié du temps d'étude, enfin du temps de recherche, etc. Et donc, elle marge sur ce temps-là. Et aussi après sur la fourniture, bien sûr, il y a une part qui est margée par l'entreprise. Donc eux, ils ont c'est bien que les entreprises de réemploi, du lot réemploi, identifient aussi le temps qu'elles passent sur le gisement, de recherche, etc. Ça marche. Merci à tous les trois. Merci au public. Vous avez été très nombreux à nous suivre ce matin. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat, donc désolé pour ceux à qui on n'a pas répondu ce matin en direct, mais ne vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas dans le flou. Nous, on vous donne rendez-vous. Alors, sur la page de l'événement, vous verrez qu'on a recensé plusieurs ressources qui peuvent vous intéresser pour aller plus loin dans votre pratique, notamment des guides qui ont été produits dans certains projets européens, comme le projet FCRBE que vous connaissez peut-être, d'autres guides qui ont été produits dans d'autres contextes. Donc tout ça, on vous les remet, Camille va vous les remettre dans le chat si vous voulez les garder dans vos favoris sur Internet pour vous y référer. Vous pouvez revoir aussi les replays des 2 premiers cycles des petits déjeuners techniques qu'on avait organisés il y a quelques mois. Ils sont aussi en ligne sur ecopolis.fr et sur notre chaîne YouTube. Et puis le replay de l'épisode 1, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé en introduction, mais le webinaire d'aujourd'hui fait partie d'un cycle de 3 webinaires sur la thématique du réemploi et des consultations. Donc si vous voulez revoir le sujet en particulier de la phase étude, le replay est en ligne. On mettra en ligne le replay d'aujourd'hui sur la phase consultation. Et puis on vous donne rendez-vous le 27 juin pour un 3e épisode dans ce cycle. Et là on parlera de la phase chantier. Vous avez fait un petit peu une amorce, une introduction en se disant qu'effectivement tout n'est pas figé quand on arrive en chantier. C'est pas trop tard, il reste des outils, des véhicules juridiques, tout ça on le verra avec Frédéric et puis avec nos intervenants maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. On ne va pas en dire plus pour l'instant. On vous donne rendez-vous le 27 juin. Les inscriptions vont bientôt être ouvertes. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et merci à tous. Merci beaucoup.